il a suffi de 10 minutes pour que l'idée de la paix en Europe ne tienne qu'à un fil. Ce qui aurait dû être une réunion diplomatique a plutôt envoyé des ondes de choc autour du globe, rendant inévitable l'impression que les États-Unis vont retirer leur aide à l'Ukraine. Mais que se passe-t-il ensuite? Les États-Unis vont-ils se détourner de leurs alliés? Si c'est le cas, quelles en seront les conséquences pour l'Ukraine, l'Europe et la stabilité mondiale? L'Europe fait face aux conséquences géopolitiques immédiates du retrait américain de l'Ukraine. Début février 2025, l'ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l'Iran, a mis en garde contre les États-Unis. L'Occident ne peut être fait confiance pour tenir ses promesses, l'abandon de l'Ukraine en étant la preuve directe. Cela mine déjà un réseau soigneux de partenariats et d'accords de coopération entre les États-Unis, l'OTAN et les alliances mondiales. Cela suscite de vives inquiétudes chez les pays qui dépendaient des garanties de sécurité des États-Unis. Maintenant, beaucoup se demandent, peuvent-ils vraiment compter sur les États-Unis encore? Cette incertitude permet à la Chine et à la Russie d'étendre leur influence et d'attirer plus de nations dans leur sphère. Le retrait de l'Amérique pourrait augmenter les risques d'un conflit mondial au lieu de favoriser la stabilité. Mais pour l'Europe, le vrai danger n'est pas seulement le changement d'alliance, mais ce que la Maison-Blanche vient de faire à la non-prolifération nucléaire. Ou pour le dire plus crûment, les États-Unis viennent de donner au monde entier une raison de construire plus d'armes nucléaires. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, il est notoire qu'un grand nombre d'armes nucléaires sont passées aux mains des Ukrainiens. S'ils avaient gardé ces armes, ils auraient été l'une des principales puissances nucléaires du monde. Mais sous une intense pression américaine et occidentale, ils ont accepté de renoncer à ces armes en échange de garanties que leur souveraineté ne serait pas violée. Depuis lors, il est devenu abondamment clair que c'était une erreur. Le casse-tête nucléaire de l'Europe, dû à la Maison-Blanche, et que les États possédant des armes nucléaires ou ayant des ambitions nucléaires, comme la Corée du Nord et l'Iran, n'ont plus d'incitation à abandonner leur programme nucléaire. L'Amérique ne peut plus être considérée comme fiable pour tenir ses engagements, et ces nations ont vu à quel point la nouvelle Amérique permet facilement même aux nations démocratiques d'être englouties par leurs voisins agressifs. De même, les nations sans programme nucléaire considèrent désormais sérieusement le besoin d'acquérir leurs propres armes. Des pays comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Japon ont montré un intérêt pour l'armement nucléaire, mais jusqu'à peu, ils pouvaient se fier aux garanties de sécurité des États-Unis. C'était le grand échange pour limiter la prolifération nucléaire et réduire le risque de guerre nucléaire. Les États-Unis se positionnaient comme le garant ultime de la sécurité, offrant des assurances inébranlables à ses alliés. Cependant, seulement 45 jours après le début de la nouvelle administration, les États-Unis ont renié leurs engagements, montrant la fragilité de ces garanties. C'est un défi majeur pour l'Arabie Saoudite et le Japon, confrontés à des puissances régionales qui possèdent ou cherchent à acquérir l'arme nucléaire. Le Japon est actuellement un allié solide des États-Unis, mais rien ne garantit que la nouvelle administration maintiendra cette alliance vieille d'un siècle si elle ne sert plus les intérêts de la Maison-Blanche. Pire encore, le soutien de la Maison-Blanche envers des dictateurs agressifs envahissant leurs voisins envoie un message glaçant aux alliés américains. Pour le Japon, les conséquences sont très sérieuses. Avec les ambitions impériales croissantes de la Chine et sa volonté de dominer le Pacifique, le Japon fait face à la perspective effrayante de se tenir seul face à une superpuissance montante. L'Europe fait face à un risque accru de prolifération nucléaire soudaine. Mais plus près de chez eux, une question plus immédiate se pose. Peuvent-ils vraiment repousser les forces russes en Ukraine sans le soutien américain? Trump prétend que les États-Unis ont donné 350 milliards d'aides à l'Ukraine, mais les chiffres ne correspondent pas. Selon le département d'État, les États-Unis ont donné 182,8 milliards de dollars. Cependant, des sources indépendantes comme l'Institut Kiel estiment que le montant réel de l'aide militaire et financière est plus proche de 119 milliards 700 millions de dollars. Le chiffre de 182 milliards de dollars est gonflé par le budget alloué aux missions de formation pour les États-Unis, personnel en Europe, et la grande majorité du chiffre réel est simplement la valeur de l'équipement envoyé en Ukraine avec les États-Unis, achetant des remplacements modernes. Il a été affirmé que les États-Unis avaient dépensé plus de 300 milliards de dollars contre un tiers de cette somme pour l'Europe. L'Europe est le principal donateur à l'Ukraine, avec environ 138,7 milliards de dollars dépensés, dépassant les États-Unis de 20 milliards. Après la réunion à la Maison-Blanche, le premier geste de l'Europe a été d'envoyer au président Zelensky un soutien constant via les médias sociaux et traditionnels. Cependant, ces lieux ont une ambiance de prière, à moins que l'Europe n'aide sérieusement l'Ukraine. La question est, l'Europe peut-elle devenir sérieuse? Et combien peut-elle faire si elle le fait? Début mars,
2025. Les dirigeants européens se sont réunis à Londres lors d'un sommet pour décider de leurs prochaines étapes. L'objectif était d'apaiser les États-Unis, d'obtenir de nouvelles garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Mais même avant que la question de l'aide militaire n'entre en jeu, l'Europe cherche déjà des solutions, essayant d'empêcher qu'une catastrophe encore plus grande ne se déroule. On a beaucoup discuté de l'incapacité de l'Ukraine à repousser la Russie des territoires occupés, et des avancées constantes de la Russie sur le terrain. Cependant, mis en perspective, la Russie brûle jusqu'à plus de 2000 victimes par jour pour gagner des centaines de mètres à la fois. De plus, l'économie russe s'effondre, uniquement soutenue par la mobilisation pour la guerre. Mais une économie de guerre est une économie sans issue, et elle ne peut maintenir une nation à flot que temporairement. Contrairement à une économie traditionnelle, une économie de guerre se concentre sur la production d'articles à usage unique, qui ne créent pas de valeur supplémentaire. Au lieu de produire des biens de consommation pour l'exportation, les usines russes fabriquent des chars destinés à être détruits sur le champ de bataille. Tout le capital et le travail investis dans la création de ce char sont gaspillés. C'est pourquoi beaucoup ont averti que l'économie russe est de plus en plus au bord du désastre absolu. C'est pourquoi Poutine est incité à poursuivre le combat, jusqu'à ce qu'il réussisse soit à s'emparer d'une partie suffisante de l'Ukraine pour la piller économiquement, soit à obtenir des concessions économiques, comme la levée des sanctions, en combattant suffisamment longtemps. Chacune de ces conditions amortira l'inévitable crash économique qui surviendra le jour où les canons russes cesseront de tirer. La situation précaire de la Russie soulève des questions quant à la volonté apparente de la Maison-Blanche de les aider à éviter l'effondrement qui a mis fin à la guerre froide. Et pour l'Europe, cela crée un scénario de sécurité cauchemardesque, alors que la Russie est récompensée pour son agression et protégée des pires conséquences de son invasion de 3 ans. La dure réalité est que sans l'armée des États-Unis, l'Europe risque de ne pas être en mesure de dissuader une armée russe entièrement mobilisée de poursuivre son agression. Selon une estimation, l'UE aurait besoin de 300 000 soldats supplémentaires et de plus de 200 milliards de dépenses, juste pour garder la Russie en échec, si les États-Unis devaient se retirer complètement de l'Europe. Pour l'Europe, maintenir l'Ukraine dans le combat est plus une question d'industrie que de financement. L'Europe unie peut surpasser l'économie américaine, mais il lui manque cruellement une industrie de défense. C'est un problème commun aux nations occidentales, dont les États-Unis, qui ont fermé la plupart de leurs fabricants de défense après la guerre froide, alors que les gouvernements réduisaient les dépenses de défense. L'atout de la Russie a été de stocker d'énormes quantités d'armes qu'elle avait produites et utilisées pendant la guerre froide, même si elles sont anciennes. Il est indéniable que cela a permis à la Russie de poursuivre un combat malgré des pertes catastrophiques. Cependant, l'Europe n'a jamais constitué les mêmes réserves profondes. Le président Trump a raison de dire que l'Europe a trop compté sur les États-Unis pour sa sécurité, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Pendant des décennies, les décideurs politiques américains ont encouragé une Europe plus faible et dépendante du soutien militaire des États-Unis. Historiquement, une Europe forte a souvent eu tendance à se retourner contre elle-même, considérant la guerre comme un passe-temps continental. Garder l'Europe dépendante des États-Unis n'a pas seulement empêché les conflits internes, cela a également donné à l'Amérique un énorme levier sur ses alliés. Ainsi, bien que l'Europe soit responsable de ses faiblesses militaires, les États-Unis le sont aussi, malgré les récentes condamnations de la Maison-Blanche. C'est l'Amérique qui a prêté son soutien politique aux politiciens qui étaient contre le réarmement pendant des décennies. L'Europe dépend grandement des fabricants de défense étrangers, principalement les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie et Israël. Pourtant, pour ces 4 pays, les fabricants de défense sont déjà confrontés à d'énormes retards et listes d'attente qui durent des années pour beaucoup d'articles haut de gamme, tels que les batteries de défense aérienne Patriot. L'Europe a investi dans l'expansion de son industrie de défense, mais cela a été politiquement ardu et demeure insuffisant. Le plus gros problème à ce jour pour l'Europe et les États-Unis est l'incertitude. Les fabricants de défense hésitent à ouvrir de nouvelles usines sans assurance de contrat d'achat de plusieurs années. C'est parce qu'il est très coûteux de construire une nouvelle usine, de former des travailleurs et de trouver des matières premières, un processus qui peut prendre plus d'1 an. Cet investissement considérable en capital et en temps implique qu'un entrepreneur de défense requiert des garanties que cela en vaudra la peine, avec l'assurance de contrats de dépenses pluriannuels des gouvernements. Cela a été difficile à garantir pour un continent où même maintenant, les dépenses militaires restent impopulaires. Mais la situation est aggravée par le fait que même 3 ans plus tard, il n'y a pas d'objectif clair de la part de l'Europe ou de l'Amérique pour l'Ukraine. Pendant des années,
le président Biden a évité de dire explicitement que l'objectif de l'aide américaine à l'Ukraine était de vaincre la Russie. Avec l'arrivée au pouvoir du président Trump, la situation a continué d'évoluer. L'Europe a également suivi le mouvement, sans objectif clair pour le conflit de la part du continent. Cela signifie qu'un fabricant de défense doit prendre en compte que les contrats peuvent arriver par à-coups et se terminer brusquement en raison des changements politiques, rendant finalement l'expansion des capacités de production une perte économique. Cela signifie que l'Europe n'a pas tenu régulièrement ses promesses envers l'Ukraine, comme l'augmentation de la production d'obus d'artillerie à 1 million de tours par an, comme promis en mars 2023. Il a fallu attendre jusqu'à récemment pour que l'Europe atteigne cet objectif, et pourtant, cela n'est toujours pas suffisant. On estime que la Russie produit 4 500 000 obus d'artillerie par an, et ce depuis les 2 dernières années. Il est surprenant de constater que la Russie, dont l'économie est bien inférieure à celle de l'UE ou des États-Unis, surpasse de manière significative la production militaire occidentale. Mais tout se résume à une perception de la nature de la guerre. Et si l'Europe ne change pas sa perception, elle a été condamnée à un avenir où la Russie gagne en Ukraine et est prête à frapper encore plus profondément en Europe. Pour la Russie, le conflit ukrainien est devenu une question de survie. Perdre en Ukraine représente une menace pour le régime de Vladimir Poutine, et donc, par procuration pour la Fédération de Russie. Poutine est bien conscient de la manière dont la guerre en Afghanistan a directement contribué à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et se méfie de la façon dont une catastrophe similaire signifierait la fin pour lui-même également. Il y a déjà une pression de certaines régions russes, en raison d'une faiblesse perçue de l'État russe lui-même. Une défaite démontrerait la faiblesse réelle de la Russie, risquant de mener à la dislocation de pans entiers de la Fédération. La Russie se bat pour sa vie, mais l'Europe se bat pour les affaires. Malgré le fait qu'une victoire russe représente une menace pour la sécurité européenne, peu d'Européens l'ont perçue comme telle, du moins jusqu'aux récentes actions des États-Unis. Pendant la majeure partie de cette guerre, le soutien militaire à l'Ukraine était surtout une décision financière, tenant compte des marges bénéficiaires des entrepreneurs de défense. Les efforts d'approvisionnement de l'Europe en Ukraine sont entravés par la nécessité de reconstituer et de réarmer les armées nationales avant d'envoyer de l'aide à l'Ukraine. L'Europe a déjà envoyé beaucoup d'équipements en Ukraine, épuisant ses propres stocks qui doivent être réapprovisionnés de toute urgence. À l'époque, la peur d'une nouvelle agression russe a poussé les nations européennes à prioriser leur propre défense, augmentant les dépenses militaires et les efforts de modernisation. Cependant, les fabricants de défense étant déjà surchargés, la majorité de la production est actuellement consacrée à la reconstitution des forces nationales, reléguant ainsi le réapprovisionnement de l'Ukraine au second plan. Les récents commentaires de la Maison-Blanche n'ont fait qu'aggraver ces craintes et ont rendu la situation encore plus difficile. Les nations voient leurs pires craintes confirmées. Elles devront probablement affronter seules une nouvelle agression russe. Cela a accru la demande d'expansion militaire intérieure, réduisant la capacité de réapprovisionnement en équipement pour l'Ukraine. Le problème est néanmoins auto-infligé. L'Ukraine mène aujourd'hui la guerre que l'Europe craint de devoir mener demain. Pourtant, avec l'armée russe si sévèrement affaiblie par le conflit, il n'y a pas de menace conventionnelle immédiate pour l'Europe, tant que les nations européennes restent unies. Au lieu d'accumuler des armes pour une guerre future, l'Europe devrait les envoyer en Ukraine dès maintenant, où elles sont indispensables pour lutter contre la Russie, évitant ainsi le conflit même auquel l'Europe se prépare. Cependant, malgré la logique apparente d'un point de vue global, la réalité politique est bien plus complexe. C'est là que les garanties de sécurité américaines étaient si importantes. Elles ont permis aux nations européennes de puiser profondément dans leur propre stock d'équipements, confiantes qu'elles seraient protégées si le pire devait arriver. Cependant, le choix du gouvernement actuel de retirer les États-Unis de la protection de l'Europe a préparé le terrain pour une catastrophe géopolitique qui pourrait conduire à la défaite de l'Ukraine et peu après à une nouvelle guerre une fois que la Russie aura eu quelques courtes années pour reconstruire son armée. En fin de compte, la Russie ne peut pas cesser le combat maintenant. Son économie est beaucoup trop dépendante du conflit continu. Et maintenant, l'Europe est confrontée à deux choix: accepter un cessez-le-feu et lever immédiatement toutes les sanctions, ou accepter un cessez-le-feu sans lever les sanctions. Il est logique de maintenir les sanctions pour punir la Russie d'avoir déclenché la guerre. Cela envoie aussi un message dissuasif puissant au monde entier. Cependant, pour maintenir son économie, la Russie devra fabriquer plus d'armes au lieu de s'arrêter. En seulement quelques courtes années, l'armée russe aura gonflé à des niveaux d'avant-guerre, avec une main-d'œuvre renforcée grâce à l'annexion de l'Ukraine. De là, il est logique de poursuivre la guerre dans le reste de l'Europe. Le deuxième choix, accepter un cessez-le-feu et lever les sanctions, aiderait l'économie russe,
et permettrait à Poutine de démobiliser sans catastrophe économique qui menacerait sa présidence. Mais cela envoie un message au monde que l'agression est récompensée à l'ère moderne. Pire encore, cela renforcerait économiquement la Russie, lui permettant de menacer davantage l'Europe après avoir reconstruit et intégré l'Ukraine. L'Europe est confrontée à un choix difficile sans l'Amérique et sans changement politique majeur. Elle n'est pas en mesure de soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. L'Europe peut-elle se mobiliser et défendre l'Ukraine sans le soutien américain? Ou la victoire russe est-elle inévitable? Partagez vos pensées dans les commentaires. Découvrez comment la guerre en Ukraine transforme l'armée américaine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.